J'ai managé des hommes et des femmes. C'est toujours les hommes qui viennent me voir dans mon bureau pour demander une augmentation. Les femmes, jamais. Mais il faut que les femmes s'imposent, il faut oser. On est très bien payé dans le secteur du numérique. Donc les femmes, venez! Les femmes, 52% de l'humanité et une seule femme à la tête d'une entreprise du CAC 40. À travail égal, 16,8% de salaire en moins, 27,4% des effectifs dans le secteur du numérique seulement. Vous constatez comme moi que la parité en entreprise progresse tout doucement et que dans la tech, c'est à la vitesse de l'escargot. Pourquoi ? Comment faire bouger ces lignes, attirer les femmes vers ces métiers ? Depuis 2013, la journée de la femme digitale met à l'honneur et connecte les femmes qui changent le monde. Sa cofondatrice est notre invitée portrait. Delphine Rémy-Boutan entame sa carrière chez IBM à Londres où elle dirigera successivement le marketing, la communication pour la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique et enfin le social media worldwide du groupe. En 2012, à Londres puis à Paris, elle crée l'agence The Bureau et lance des campagnes d'influence engagées pour de grandes marques et institutions. Dans ce cadre, elle cofonde avec Catherine Barba la Journée de la femme digitale pour valoriser les femmes qui révolutionnent le monde grâce au digital. À travers ses actions en Europe et en Afrique, la Journée de la femme digitale favorise l'inclusion et la représentation équitable des femmes dans l'économie et les métiers du numérique. Experte sur les sujets de la transformation, de la communication digitale et de l'entrepreneuriat féminin, elle a été promue chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur en 2016 et fait partie du classement du magazine Forbes des femmes qui disruptent le secteur du numérique. Bonjour Delphine Rémy-Boutan, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci de l'invitation. Vous nous dites, le modèle actuel d'entreprise a été créé par les hommes et pour les hommes. Une femme, soit elle s'adapte, soit elle renonce. C'est un constat qui est fataliste, résigné, ou vous faites tout simplement preuve de lucidité ? Alors, justement, nous, ce qu'on propose, c'est cette troisième option, ni s'adapter, ni renoncer, mais de créer ces entreprises qui nous ressemblent, dans lesquelles on se sent bien, nous, les femmes. Alors, on va parler des entreprises en général, mais aussi, surtout du monde digital. J'ai cité quelques chiffres en introduction. Ça peut paraître étrange parce que ce secteur du digital, du numérique, c'est un secteur en pleine accélération, qui est plein de créativité, qui est plein de jeunesse. Pourquoi est-ce que cette révolution qui est en marche a autant de mal à intégrer les femmes ? Alors, il faut revenir peut-être sur les débuts du numérique pour comprendre ce qui se passe maintenant, revenir un petit peu sur le passé. Le numérique, c'était les femmes. Ces pionnières, Ada Lovelace, le code est un langage, ce premier algorithme, et puis ensuite ces femmes de la NASA, les figures de l'ombre, Margaret Hamilton, Grace Hopper, etc. Et donc, c'était ces métiers qu'on donnait aux femmes parce que on leur disait elles étaient bonnes à faire du tricot, elles étaient bonnes aux maths, donc on les recrutait. Et on se rappelle de ces grandes photos en noir et blanc dans les années 50, grandes photos d'IBM avec ces femmes derrière les ordinateurs, etc. Et puis dans les années 70, quand le numérique prend ses lettres de noblesse, les hommes s'engouffrent dans ce nouveau secteur où on fait carrière. Parce que c'est les hommes qui font carrière. C'est pas les femmes. Et donc, c'est les hommes et les fils de ces hommes. Et quand il y a eu toutes ces pubs et ce marketing pour les premiers ordinateurs privés, ces premiers ordinateurs portables, eh bien, ils étaient vraiment destinés aux hommes et aux fils. Et donc, nous, on est resté à ce chiffre-là, 30%, et on n'arrive pas à grandir. On n'arrive pas à grandir parce que finalement, si je vous suis, le numérique comme les autres secteurs reste encore conçu, pensé, dirigé par des hommes. Il y a pourtant, depuis le principe de l'égalité salariale, faut rappeler que c'est dans la Constitution depuis 1947, il y a eu beaucoup de textes pour essayer de faire bouger les lignes. On va faire un petit point pour voir où on en est en 2021 avec Christian Rondeau. Depuis 2018, toutes les entreprises de plus de 50 salariés doivent publier leur index d'égalité. 5 indicateurs qui mesurent les écarts de rémunération entre hommes et femmes. C'est comme un examen annuel. Si l'entreprise est sous la barre des 75 points sur 100, elle doit revoir sa copie, sinon sanction financière.
Le troisième index publié en mars dernier montre des progrès, mais il y a encore du boulot. Seulement 2% des entreprises obtiennent le score parfait, 100%. Le bas blesse en particulier pour le congé maternité. 3000 entreprises, 13%, oublient d'appliquer les augmentations de salaire auxquelles les jeunes mamans peuvent prétendre pendant leur absence. Peut mieux faire également concernant les gros salaires. Seulement un quart des entreprises respectent la parité homme-femme pour le top 10 des rémunérations. La loi fait tout de même bouger les lignes. En 2011, l'obligation légale d'un quota de 40% de femmes dans les conseils d'administration a été respectée. L'objectif est même dépassé dans les plus grandes entreprises françaises. Avec ce bémol de taille, seulement une femme à la tête d'une entreprise du CAC 40. Et oui, c'est pas beaucoup mieux pour ce qu'on appelle le SBF 120, c'est-à-dire les 120 plus grandes entreprises françaises. Elles sont à peine une dizaine. On va revenir sur cet index d'égalité, si vous le voulez bien, Delphine, ensemble. Il a été publié le 8 mars dernier, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. 53 entreprises épinglées pour la 3e année consécutive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire épinglé, parce que voilà, on a l'impression que tout le monde fronce des sourcils, puis qu'à l'arrivée il n'y a pas beaucoup de punitions. Alors quand on dit épinglé, ça veut dire quoi? Effectivement, il y a une problématique qui aujourd'hui montre que en fait finalement les entreprises continuent à être dans l'inégalité la plus totale, sans à la fin finalement avoir de réelles ambitions de changer. Et donc le seul quota qui finalement devrait être acceptable, c'est 52%. On est obligé d'arriver à des 40%, etc. Mais je pense qu'il faut être, comme le dit Christine Lagarde, plus granulaire. 40%, ça ne suffit pas, il faut expliquer qu'est-ce que c'est ces 40%. Et donc, en fait, finalement, tout ce qui s'est mis en place, et c'est formidable, la loi Copé-Zimmermann, etc., a vraiment bougé les choses. Moi, je suis pour les quotas, bien évidemment. On ne peut pas faire sans ces quotas. Aujourd'hui, un jour, on le fera, quand on arrivera à ces 52%. Mais se faire épingler, c'est aujourd'hui, ça ne suffit pas. Et ce que moi, j'avais présenté d'ailleurs à notre nouvelle ministre de l'Égalité, Elisabeth Moreno, c'était de réfléchir à une autre alternative, inciter et imposer. Et créer finalement une taxe de l'égalité. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises, eh bien, elles continuent parce que ça leur coûte moins cher que de payer et d'être épinglés que d'augmenter les salaires des femmes dans les entreprises. Donc il y a un vrai problème de fond et il y a des exemples qui se sont passés à l'international, je pense au Canada, où il y a vraiment eu des transformations radicales et là je pense que c'est le moment là aujourd'hui de le faire et d'arrêter juste de se faire épingler mais d'être vraiment dans la transformation. Des taxes, des quotas, ça veut dire que voilà, c'est beaucoup plus de fermeté et puis l'inspiration aussi, évidemment. C'est votre credo avec la journée de la femme digitale, notamment les prix Margaret. Alors vous avez cité cette fameuse Margaret Hamilton, qui était informaticienne, ingénieure, qui a largement participé au programme spatial Apollo notamment. Pourquoi est-ce que c'est si important que les jeunes femmes, les jeunes filles, les petites filles soient inspirées? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de rôle modèle? Alors, je crois qu'on ne peut pas être ce qu'on n'a pas vu. Et plus on verra des femmes qui ont réussi, des jeunes filles qui font des choses différentes, plus on aura cette diversité aussi de réussite, plus on aura ce sentiment et cette envie aussi de le faire. Donc, les rôles modèles servent à ça, servent à se dire pour moi aussi, c'est possible. C'est d'ailleurs ce que nous disait Margaret Hamilton. Margaret Hamilton, elle nous dit n'écoutez pas les soi-disant experts qui vous diront c'est impossible. Bien sûr que c'est possible. D'ailleurs, dans impossible, il y a I am possible. Et plus on verra des femmes qui réussissent, et c'est une bonne nouvelle de réussir, parce que quand une femme réussit, eh ben, elle réussit aussi pour les autres. Parce que celles qui montent, elles en font monter d'autres. Ce mythe de dire que les femmes s'entraident pas, etc., ça c'était avant, ça c'était quand on n'avait pas le choix, mais aujourd'hui on l'a, et donc une réussite d'une femme, elle va amener d'autres réussites, et ces rôles modèles, elles vont inspirer, et les jeunes filles, c'est pour ça ce prix les Margaret, en hommage à ces figures de l'ombre, hein, vous savez, elles avaient double peine, elles étaient noires et femmes. Et donc on les mettait dans des petites salles où elles étaient les computers lady, hein, à l'époque où il n'y avait pas de... elles étaient avant les ordinateurs, donc elles faisaient à la main les lignes de code.
Et elles étaient, donc c'est ça, c'est ces femmes, ces figures de l'ombre. Et ensuite sont arrivés les ordinateurs. Vous parliez de ces femmes de l'ombre, mais qui sont aussi des pionnières. Je voudrais qu'on remonte le temps ensemble, justement, parce qu'en termes d'inspiration, il y a des femmes qui ont ouvert la voie dans des secteurs scientifiques et dans le secteur spatial notamment. Regardez. Séance de tabouret tournant jusqu'à ce que vertige s'ensuive, ou traditionnelle épreuve de l'accélération dans la centrifugeuse. Habituellement, cet entraînement dure 2 ans, mais Jean-Pierre Ignoré connaissait déjà pratiquement toute l'affaire puisqu'il avait suivi en doublure les préparatifs du vol de Michel Tognini. Non, l'exploit est plutôt du côté de la première cosmonaute française qui a appris le même programme en 9 mois seulement. Nous sommes quand même entourés beaucoup d'ingénieurs ou de pilotes, un milieu très, très masculin. Mais nous avons, selon nos compétences, une préparation de la mission qui est en fait la même que celle de nos collègues masculins. Quand vous étiez petite, vous lisiez plutôt Bécassine ou plutôt Tintin, On a marché sur la Lune? J'ai lu les deux, j'ai lu Bécassine et Tintin. Et qu'est-ce qui vous a le plus plu? C'était cette aventure de cosmonaute n'est pas un rêve d'enfant, effectivement. C'est une opportunité magnifique qui s'est offerte à moi il y a quelques mois. Mais je m'étais déjà un peu intéressée à ce problème étant donné ma formation d'aéronautique. Mais c'est un rêve d'enfant quand même ou pas? C'est la réalisation de quelque chose, d'une ambition de faire quelque chose de ce style-là. Le rêve d'enfant, non pas vraiment, mais très passionné par ce qui va arriver maintenant. La question du journaliste, est-ce que vous lisiez plutôt Bécassine ou Tintin? On est en 93 et il s'adresse à Claudie Aigneret, qui s'entraîne alors pour être la doublure de celui qui va devenir son mari, mais qui évidemment deviendra la première femme cosmonaute. Aujourd'hui, comment on peut ouvrir ses voies aux jeunes filles? Comment on peut convaincre les jeunes femmes que les maths et surtout la tech, le numérique, c'est pour elles? Nous, notre travail à la JFD depuis 2013, notre mission, c'est ça, c'est informer, présenter toutes les formations qui sont aujourd'hui disponibles pour aller travailler dans ces nouveaux métiers qui n'existent pas encore pour beaucoup d'entre eux aussi. Et puis, il y en a plein. On n'est pas obligé d'être bon en maths pour travailler dans l'informatique. Il y a des métiers, par exemple, plume pour robot aujourd'hui. On apprend aux robots à être plus empathiques, à faire des erreurs, à être... donc, toutes ces choses-là qui peuvent être vraiment des choses pour des littéraires. Ensuite, il y a aussi l'accès au financement, qui est un réel sujet. Aujourd'hui, les femmes qui ont des startups en France, c'est à peu près 10%. Et l'accès au financement dans le monde, c'est 97% des investissements disponibles vont aux hommes et 3% vont aux femmes. Donc il y a un réel gap là, mais tellement gigantesque qu'il va falloir accélérer. Et puis l'autre partie, c'est la partie rôle modèle. Et c'est pour ça que cette année, avec les Margaret, on a créé une nouvelle catégorie qui, je le rappelle, est sous le haut patronage de notre président de la République, qui en a fait quand même sa grande cause du quinquennat, l'égalité. Et les Margaret Juniors, on a travaillé avec le ministère de l'Éducation et le patronage de Jean-Michel Blanquer pour créer cette nouvelle catégorie des 7 à 18 ans. Et on a des Margaret Juniors qui sont des espoirs incroyables. Donc, on leur donne envie en leur disant aujourd'hui, le digital, le numérique, c'est pas quelque chose, parce qu'il y a des études qui montrent qu'en fait, elles vont choisir, les jeunes filles, principalement les métiers du care, donc les métiers de la santé, parce qu'elles pensent qu'elles auront un impact sociétal important, alors que dans le digital, le numérique, elles n'auront pas d'impact sociétal et qu'elles vont travailler dans leur coin et derrière leur écran. Et nous, on leur dit, mais non, justement, le numérique, le digital, c'est tous les secteurs confondus, et on a besoin de ce regard, on a besoin de cet autre regard. Ça ne veut pas dire qu'il est meilleur, il est juste différent, pour que les robots ne ressemblent pas à ceux qui les créent, c'est-à-dire des hommes. Et puis surtout, il y a un impact, un intérêt économique. La Commission européenne nous dit que plus de femmes dans le numérique, ça augmenterait le PIB européen de 9 milliards d'euros. Et pourtant, ça ne suffit pas à convaincre les hommes comme les femmes, celles qui réussissent dans le numérique. Elles nous disent, c'est pas tellement que le milieu de la tech est machiste, c'est le machisme en général, lorsqu'il s'agit de faire carrière et lorsqu'on doit monter un business. Comment est-ce qu'on peut combattre ce machisme latent? Le regard n'est pas prêt. Vous savez, les femmes, elles sont puissantes.
On est ultra puissante. La puissance des femmes, elle doit être démontrée par justement des rôles modèles et par justement des femmes qui réussissent, qui vont aller chercher d'autres femmes et les mettre aussi à les faire monter. Il y a pas mal de chiffres qui montrent aussi que dans la tech, après 10 ans, les femmes, 41% des femmes dans la tech, après 10 ans, quittent la tech, quittent leur poste. Donc ça veut dire en fait... Pourquoi ? Parce qu'elle, c'est ce fameux plafond de verre où elle n'arrive pas à atteindre le niveau qu'elle voudrait avoir, et donc elle démissionne et elle recommence ailleurs. Et donc à chaque fois, elle remonte les échelons petit à petit. Et donc il faut des accélérateurs. Il faut trouver des accélérateurs pour qu'il y ait des femmes au pouvoir. Le pouvoir, c'est celui qu'on se donne pour changer le monde. Aujourd'hui, le monde va mal. Pourquoi ? Parce que le monde est en déséquilibre. Ce digital, ce numérique, ces nouvelles technologies qui sont créées pour un monde qu'on veut meilleur, il est en train d'être vu et pensé par une partie de l'humanité. On les aime, les hommes, c'est pas le problème, mais on veut être à côté. Et il est temps, là, aujourd'hui, de basculer les tables où les décisions sont prises et on va nous dire, donner notre point de vue, donner notre vision du monde qui sera différent. Construire ce nouveau monde et ce monde digital ensemble. On a deux compagnons avec nous qui s'appellent JPEG et Marie-Claude, et eux, ils aimeraient bien bâtir ce monde ensemble. Simplement, Marie-Claude, elle se pose la question de savoir si elle est vraiment traitée à égalité. Dis donc Charlotte, c'est vrai que c'est troublant cette histoire de différence hommes-femmes, et pas seulement dans le digital, ici aussi. Bah, pourquoi tu dis ça ? Ici, t'as tout pour être heureuse. Super collègues, caravane tout confort, combinaison fournie, automatisme remarquable entre nous, on est à égalité. On est à égalité, sauf que ton salaire est plus élevé. Bah Marie-Claude, moi j'ai demandé la prod, fallait faire pareil. Oh, mais moi j'ai pas osé demander au bout de 15 jours. Dis-moi Charlotte, il a raison JPEG, il suffit de demander pour avoir plus. Est-ce qu'il faut demander pour avoir plus, Delphine ? Autrement dit, est-ce qu'on n'est pas toujours et encore dans ce problème d'autocensure des femmes qui se freinent elles-mêmes et qui n'osent pas se donner les moyens de leurs ambitions, tout simplement ? Bien sûr qu'il faut demander. Moi, ça fait plusieurs années que je travaille, plus de 20 ans, et j'ai managé des hommes et des femmes. C'est toujours les hommes qui viennent me voir dans mon bureau pour demander une augmentation. Les femmes, jamais. Elles ne le font pas de façon naturelle. Et donc, parce que je suis une femme et que je fais attention à ça, c'est moi qui vais aller à elles. Mais il faut que les femmes s'imposent, il faut oser, il faut, bien sûr, mais pour ça, il faut travailler dans un univers de confiance. Il faut aussi d'autres femmes qui aient cette vision-là et qui les amènent à ça. Il faut les former, il faut les encourager, il faut leur présenter des rôles modèles. Donc oui, aujourd'hui, non, les femmes ne le font pas assez et c'est important de le faire. On le sait, les entreprises fondées par des femmes sont beaucoup plus rentables, les femmes sont très créatives, sont innovantes, sont formidables. On a besoin des femmes partout, dans tous les échelons d'une entreprise. Et pourtant, on l'a vu dans les chiffres, les lignes ne bougent pas comme il faudrait. Pour vous, dans le monde du business en général et dans le monde numérique en particulier, ça se situe où le point de bascule ? Est-ce que ça se passe à l'école ? Est-ce que ça se passe au moment de l'entretien de l'embauche ? Est-ce que ça se passe justement lors des entretiens annuels quand on demande une augmentation de salaire ? À quel moment où est-ce que ça se joue ? Alors, je crois que ça démarre tout de suite dans l'éducation. C'était Sir Robinson qui disait pour changer le monde, il faut commencer par changer l'éducation. Et je crois que dès le plus jeune âge, il faut effectivement former à ça. Depuis 2013, on fait une étude pour essayer de comprendre, percer un peu ces mystères et faire évoluer les mentalités, mais aussi faire évoluer les chiffres. Et cette année, on s'est associé avec BVA, et elle s'appelle Digital Equality, façonner le futur avec de nouveaux leaders, qui montrent que, en termes d'éducation, les Français sont les moins préparés aux métiers d'avenir parmi les pays européens. Et on parlait de salaire tout à l'heure, il fait bon vivre de travailler dans le numérique. Il faut le dire, en France, on ne parle pas de ça, mais on est très bien payé dans le secteur du numérique. Donc les femmes, venez dans ces métiers. Le 21e siècle sera féminin ou ne sera pas. Il y a une opportunité là, majeure de transformation. Chaque crise est une opportunité de changement. Prenons cette opportunité et changeons le monde.
Changeons le monde, le 21e siècle sera féminin ou ne sera pas. Merci beaucoup Delphine Rémy-Boutan d'être venue, d'être avec nous aujourd'hui pour nous dire que ça passe par l'information, par l'inspiration, par le financement aussi. Venez dans ces métiers, venez avec nous. Merci infiniment Delphine. Merci beaucoup. Way, ça continue maintenant et tout le temps, c'est quand vous voulez. Abonnez-vous à Way sur la chaîne YouTube de Salesforce. Vous y retrouverez nos invités, nos chroniques. Activez la petite cloche et dites-nous ce que vous en pensez. Nous lisons vos messages et nous les prenons en compte. Rejoignez-nous sur Way.